Bonjour et bienvenue à notre première web émission Café Brenjazen. Je vous invite à vous joindre à nous dans cet espace amical. Je m'appelle Antonia et voici mes collègues, Denis. Bonjour tout le monde. Et Jeff. Bonjour. Et notre intention alors aujourd'hui, c'est de parler des questions qu'on entend souvent chez nos enseignants, aussi bien au niveau élémentaire et secondaire et dans tous les programmes. Alors Jeffrey, on va commencer avec une première question sur la planification. Qu'est-ce que tu dirais aux enseignants qui se posent des questions sur la planif? Je pense qu'il y a 4 composantes à garder en tête par rapport à la planification. La compétence, ou quelles sont les compétences que l'on vise au niveau de notre planification. Est-ce qu'on veut que ce soit une production? Est-ce qu'on veut que ce soit une compréhension soit de l'oral ou soit de l'écrit, c'est-à-dire la lecture? Ou est-ce qu'on veut que ce soit une interaction? Alors, c'est bien important, comme on sait qu'il y ait un équilibre dans toutes les compétences, et on veut s'assurer que ce qu'on vise pour nos élèves, c'est lié au curriculum. Alors, on sait bien que le curriculum, c'est notre document de base. Alors, on planifie avec les objectifs du curriculum en tête. Ceci étant dit, au niveau, pour des apprenants plus jeunes, on veut s'assurer qu'il y ait un équilibre entre les éléments oraux, au niveau de la communication et de la compréhension, et au niveau de la lecture et de l'écriture, tout en comprenant que parce qu'on commence l'apprentissage d'une langue seconde, on va passer plus de temps avec un emphase sur les compétences orales au niveau primaire, maternelle, primaire, élémentaire, et à mesure qu'on avance dans les années juniors, intermédiaires, secondaires, qu'on s'aligne plus vers un équilibre juste entre les différentes compétences de communication, de lecture et d'écriture. Alors ça, c'est pour l'élément de compétence. Le deuxième élément que j'aimerais mentionner, c'est la composante d'intentionnalité. Alors, quand, comme enseignant, on planifie, on veut s'assurer qu'on est clair dans notre tête, c'est quoi notre but d'apprentissage? Qu'est-ce qu'on vise pour nos élèves? Okay? C'est quel est le savoir-faire que tu veux travailler ou développer avec tes élèves et que tu gardes ça en tête lorsque tu organises tes activités d'apprentissage. Le troisième élément, c'est qu'on veut que notre planification ait un contenu authentique pour les élèves. Alors, on veut s'assurer que ça rejoint les intérêts et les besoins de nos élèves, dépendamment de leur niveau d'âge et aussi de leur niveau d'intérêt et d'expérience en tant qu'apprenant. OK? Alors, c'est lié à la réalité des élèves. Un élève au primaire, par exemple, ne veut pas payer une facture d'hydro, ça fait pas partie de leur réalité. Alors peut-être qu'ils vont vouloir organiser une fête d'amis ou faire un dessin pour grand-maman, grand-papa. Alors, faut garder ceci en tête lorsqu'on planifie des tâches qui sont actionnelles pour nos apprenants. La dernière composante que je mentionnerai, c'est que la planification doit être dynamique. C'est-à-dire que on veut engager nos apprenants, on veut que ça soit intéressant pour eux et on veut qu'ils puissent avoir une participation active au niveau de leurs apprentissages. Où est-ce qu'ils sont présentement et où est-ce qu'on veut les amener à la prochaine étape de leur apprentissage. Et ceci par voie de différentes activités communicatives. Alors, on planifie des tâches communicatives pour soutenir le but de notre tâche actionnelle. Donc, si je comprends bien, Jeff, le point de départ, c'est plutôt de planifier par rapport aux besoins des apprenants, plutôt des gestes de l'enseignant. Absolument, absolument. Okay. Toujours garder où sont nos élèves présentement et où est-ce qu'on veut les apporter dans leur apprentissage. Excellent. Alors, Denis, tu as mentionné de l'importance de garder en tête les 6 compétences, mais comment est-ce qu'on peut utiliser le contenu justement en lien avec ces compétences-là? Ben, je vais utiliser un petit exemple que j'ai utilisé souvent en présentation, c'est sur l'idée de l'Halloween. Okay? Présentement, les enseignants enseignent l'Halloween. Donc, les enfants, quand ils écoutent leur professeur, donc ils sont normalement respectueux ou qui veulent faire plaisir, pour eux, le focus d'apprentissage, c'est
je dois maîtriser l'Halloween. Donc, on a un focus qu'on pourrait appeler le focus contenu. Donc, quand on est en mode compétence, la différence, c'est que l'Halloween, si on veut l'utiliser comme contenu, doit s'en aller en arrière-plan. Ce qui veut dire, ce que je dois demander aux élèves, c'est leur point de vue. Les amener à parler, à discuter, à réfléchir, par exemple, sur le bienfait de l'Halloween ou des dangers de l'Halloween. Comment est-ce qu'on s'organise? Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois utiliser un contenu avec l'idée première de développer des compétences. Maintenant, quand on a parlé d'équilibre tantôt, ce qui n'est pas toujours évident, c'est d'être conscient que quand l'apprenant acquiert la langue au tout début, on a besoin de valoriser davantage les compétences orales parce que, contrairement à ce qu'on a fait depuis de nombreuses années, l'oral doit devenir la fondation de la langue. Une fois que j'ai développé mes compétences à l'oral, je peux accentuer les compétences par rapport à l'écrit. Mais au début, si on commence par l'écrit et on ne développe pas cette fondation orale, on risque d'avoir une confiance fragile. Puis c'est un peu ce qu'on a observé depuis de nombreuses années. De plus, lorsque l'élève est capable de dire quelque chose dans sa tête, il est aussi capable de le dire oralement. Exactement. Donc, et de le lire et de l'écrire. Voilà. Alors, il y a l'élément, l'effet boule de neige au niveau de la confiance. C'est ça. Donc, maintenant, plus notre apprenant va développer sa compétence, donc on imagine nos élèves en 12e année qui ont eu plusieurs années, ça veut dire que maintenant, là, on devrait viser un équilibre de toutes les compétences. Parce qu'on veut que notre apprenant développe davantage d'habiletés à toutes les sauces, parce que dans la vraie vie, ils vont être appelés à l'utiliser de façon vraiment importante. Maintenant, quand on va, la dernière grande question qui est reliée à ça, c'est que mon évaluation doit être liée à ce mode compétence. Donc, je ne peux pas avoir une évaluation qui est incohérente. Ce qui veut dire que je développe des compétences, mais mon évaluation est une évaluation sur la maîtrise du contenu. Donc, c'est un petit peu subtil comme façon d'approche, mais quand on travaille en mode compétence, c'est plus facile de déterminer des qualités et des niveaux de qualité. Donc, nos niveaux 1, 2, 3, 4 prennent tout leur sens par rapport à avoir des quantités qui sont plus logiques dans un monde contenu. Donc, véritablement, ce qu'on demande aux gens de faire avec le cadre européen et puis le respect du nouveau curriculum, c'est vraiment de faire un virage à la fois compétence et à la fois évaluation. Je crois aussi que c'est important non seulement pour les enseignants de savoir qu'ils enseignent une telle et telle compétence, mais que les élèves aussi sont conscients de quelle est la compétence qu'on vise à un moment donné, que ça soit vraiment visible en salle de classe. Oui, en fait, ce qu'on demanderait à toute la machine et à tous les gens qui créent ce beau travail, c'est d'être très cohérent et d'être très explicite. Donc, en tout temps, un enfant devrait comprendre que présentement, je travaille sur l'interaction orale, et le prof n'hésite pas et est très précis sur l'intention, un peu comme tu as mentionné tantôt, Jeff. Voici l'intention, les élèves, et aujourd'hui, on va spécifiquement travailler cette compétence spécifique. Alors, quand tu mentionnes l'intention, pour moi, ce que j'entends, c'est quel est l'objectif d'apprentissage aujourd'hui. Exactement. À la fin de la leçon, je peux poser des questions à mon ami sur l'Halloween et quelles compétences qu'on va le faire. Ça va être une interaction orale qui a comme focus aujourd'hui. Oui, c'est bien. Et lorsque l'élève parle de qu'est-ce qu'il est capable de faire, il se rend compte de qu'est-ce qu'il est capable de faire et ça lui donne plus de confiance. Et puis, dans un monde parfait, quand cet enfant-là va arriver à la maison et il va avoir la discussion avec le parent, il va pouvoir dire, bien, en français aujourd'hui, on a travaillé en interaction orale et ça s'est plutôt bien passé. Puis on peut imaginer au bout du rouleau, quand le parent aura la discussion avec l'enseignant lors du jour de l'entrevue, parent-prof, ben c'est ce genre de discussion qu'on aura qui va travailler au niveau des 6 compétences et le développement et la croissance de l'apprenant, comment ça se développe et qu'est-ce que je peux faire maintenant comme parent à la maison pour aider mon enfant à travailler sur ces 6 compétences, plutôt que de maîtriser les mots d'Halloween. Et justement, le parent va savoir de quoi est-ce que l'élève est capable et non juste que, il fait bien ou il ne fait pas bien. Un élément très, très important que tu as mentionné, Denis, c'était l'élément d'évaluation par rapport aux compétences et au contenu. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant et très important, en fait, c'est le fait que l'ensemble de l'évaluation, elle est formative. C'est-à-dire que l'élève
devient plus conscient de ce qu'il fait bien et de ce qu'il y a besoin de travailler avec la rétroaction régulière, sinon quotidienne, de l'enseignant ou l'enseignante, de ses pairs et aussi de réflexion personnelle. Alors, oui, à la fin de l'unité, on doit assigner une note, l'élément sommatif, mais que l'ensemble de l'évaluation, c'est vraiment formatif, basé sur la rétroaction donnée. C'est ça. Puis l'élève lui-même, logiquement, dans un mode d'auto-évaluation, a une bonne idée où il se situe parce qu'il va voir que son profil d'évaluation, c'est basé sur mes 6 compétences. Puis avec la rétroaction régulière ou quotidienne, si on veut, de l'enseignant, je sais sur quel pied je danse. Donc, c'est pas une surprise mathématique qui arrive à un bout du rouleau qui me dit « Ah, par magie, tu as eu un 78 ou un A ou peu importe. » Je sais où je m'en vais avec mes compétences. Très intéressant comme question. Excellente discussion, oui, Jeff et Antonia. Oui. Une petite question pour vous deux. Donc, est-ce que ce n'est pas un challenge au quotidien pour un enseignant qui enseigne le français, la matière français, de développer des cours qui sont motivants, engageants pour les autres, que ce soit core ou immersion? Est-ce que c'est pas un défi pour les gens, ça? Je crois que oui, c'est un grand défi. C'est quelque chose qu'on entend souvent et les enseignants ne savent pas toujours comment aborder cette question. Alors, vraiment, si on commence à partir de notre curriculum, français langue seconde, parce qu'il faut toujours commencer par le curriculum, on est en fait chanceux parce que le curriculum nous laisse beaucoup de liberté dans le choix de contenu. Il n'y a pas vraiment un contenu fixe qu'on doit toucher, mais nous pouvons faire aussi bien participer les élèves, par exemple, dans une expérience de science ou dans une discussion historique. On peut les faire monter une foire ou planifier un menu. On peut leur demander de mener un cours de yoga ou de planifier une excursion. Alors, ce que les élèves font comme contenu n'est pas forcément ce qui est important. C'est le fait qu'ils interagissent et qu'ils communiquent ensemble. On revient à nos compétences de tantôt. On revient à nos compétences. Absolument. Et vraiment, nous sommes uniquement limités à notre créativité et à la curiosité des élèves. Alors, si je comprends bien, c'est l'importance de vraiment intégrer les autres sujets dans le français et ne pas se limiter. Puis moi, je dirais, même comme un prof de français de base, tu peux certainement faire des activités en utilisant d'autres sujets en français. Absolument. Et on peut même on peut intégrer les matières et on peut même mener des enquêtes, utiliser l'approche d'enquête et partir des questions que les élèves ont. Alors, c'est vraiment à partir des intérêts, des aptitudes, des questions que les élèves posent. Donc, si je suis un prof au secondaire, j'ai la permission d'aller piger dans le curriculum de géographie ou le curriculum d'histoire, puis intégrer ça dans ma classe de français. Absolument. Puis moi, je t'encouragerais même à parler avec ton collègue, justement pour voir qu'est-ce qu'il ou elle est en train d'enseigner. Et on peut faire des beaux parallèles. Et en fait, c'est de la bonne pratique pédagogique qui est prouvée par les recherches. Puis ça facilite aussi la vie aux enseignants, par exemple, en français cadre, qui ont souvent, ils doivent planifier non seulement pour leur classe d'immersion, mais pour des classes de Core French. Alors, si ils ont un sujet qu'ils enseignent dans leur propre classe titulaire sur l'étude sociale ou sciences, ils peuvent utiliser ça dans leur classe de français de base aussi, ce qui veut dire moins de planification pour eux et une intégration de matière pour les autres classes. J'aimerais aussi rappeler que dans le curriculum, pour chaque objectif spécifique, le document propose quelques exemples. Alors, c'est arrivé à l'occasion que j'ai eu des conversations avec des gens qui manquaient peut-être d'idées ou de savoir où commencer. Moi, je dirais, allez voir dans votre curriculum, l'information, elle est là. Alors, c'est juste, faut regarder avec intentionnalité qu'est-ce qu'on cherche, puis comment est-ce qu'on veut planifier pour nos élèves. Alors, c'est un bon point de départ. Moi, j'ai une petite question pour vous deux, parce qu'on sait qu'avec le cadre européen, puis dans le curriculum, on parle de cet élément de la perspective actionnelle ou de la tâche authentique. De quelle façon est-ce que ça augmente l'engagement des élèves, d'après vous?
Ben moi, ce que je te dirais, c'est que si tu choisis une tâche actionnelle qui est liée à la réalité de la vie des élèves, alors je pense à mon exemple encore de payer une facture quand on est en première année, ça va être difficilement quelque chose que les enfants vont se reconnaître dedans. Par contre, si on veut inviter un ami à jouer, bien ça, c'est quelque chose qu'ils font de façon régulière. Alors, ça va justement les motiver à vouloir participer de façon active. On doit être stratégique dans qu'est-ce qu'on veut planifier pour nos élèves pour que justement leur donner un point d'entrée. Ah, moi, je fais déjà ça ou je vais faire ça en fin de semaine. Alors, hey, ça, c'est vraiment cool. Voici des idées. Moi, je connais des choses par rapport à ceci et c'est une bonne façon pour eux de le faire. Un des éléments aussi que j'aimerais mentionner, c'est l'élément de différenciation. Alors, quand on sait tous qu'on a des élèves avec différentes expériences, différents niveaux d'habileté, il n'y a rien qui nous empêche à planifier 2 tâches actionnelles différentes en fonction de l'expérience de nos élèves. Et en fait, ça nous aide à rejoindre les élèves d'où ils sont. Ce que j'aime dans ton exemple avec interaction entre amis où les amis vont se demander de faire une activité ensemble, c'est qu'il y a un but à cette activité. Oui. Le but, c'est de se fixer rendez-vous, de pouvoir jouer ensemble. Puis, il y a aussi le contexte qui dépasse la salle de classe. Alors, c'est pas seulement en salle de classe qu'ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris et comment ils ont appris à dire ça, mais à l'extérieur aussi de l'école. Et ça, c'est ce qu'on appelle des tâches actionnelles. Il faut se souvenir aussi qu'en tant qu'humain, on est des êtres sociaux. Alors, des êtres sociaux, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on communique, on veut avoir cette interaction avec les personnes. Alors, si dans notre enseignement, on planifie seulement des tâches où l'élève écoute le prof parler, c'est très difficile parce que l'élève n'a pas l'opportunité justement d'entrer en communication. Alors, il faut vraiment être stratégique à tous les jours ou certainement régulièrement qu'il y a des moments pour interagir, pour communiquer, pour partager nos idées. Alors, le faire par des tâches actionnelles, c'est excellent et aussi ça développe l'élément de pensée critique. Comment est-ce que je vais faire pour justement être capable d'arriver à ma tâche? Donc, si on regarde le cahier de planification d'un enseignant, ça devrait être un peu comme d'aller dans un restaurant et avoir un menu avec beaucoup de variétés sur le menu. Absolument. Oui. Et on doit alors avoir beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser pour faire parler les élèves, comme par exemple le tapis roulant où on met les élèves face à face, qu'ils parlent à un partenaire pendant un certain temps, puis après ils changent de partenaire et ils ont la chance de refaire cette communication. Alors, se donner la chance de perfectionner et d'améliorer ce qu'ils ont dit la première fois. Un dernier élément que j'aimerais mentionner aussi, c'est, et tu y as touché par biais de ta réponse, c'est d'avoir une variété de structures en salle de classe. Ne pas toujours faire la même chose. Puis ça peut être différentes stratégies, comme tu as mentionné. Ça peut être faire des jeux de rôle entre les élèves. Ça peut être avoir des centres d'apprentissage où est-ce que chaque centre vise une compétence différente. OK? Alors, par exemple, on a un centre d'interaction orale où est-ce que les élèves vont jouer à qui suis-je ou en anglais Guess Who et qui leur permettent de justement poser des questions et de répondre. Ça, c'est un niveau élémentaire. Niveau secondaire, peut-être que Denis, tu as une suggestion? Bien, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, si je suis un directeur d'école puis je me promène devant la classe de français, je vais entendre probablement du bruit, je vais entendre des gens bavarder, puis j'aurai des élèves qui, stratégiquement, vont être en action, puis vont essayer de représenter le monde moderne ou la réalité moderne, puis bavarder beaucoup. Oui, excellent. Alors, il y a plein de différentes façons. Je pense que l'important, justement, c'est la variété. Ça ne peut pas être toujours la même chose à tous les jours. C'est ennuyant. C'est ennuyant et aussi, si on a une variété, on peut rejoindre de différents types d'apprenants parce que tout le monde apprend de différentes façons. Alors, cette variété nous aide justement à combler les besoins de plusieurs élèves. Ça met en valeur justement les forces de chaque apprenant. Donc, dans un monde parfait, l'élève qui sort de français devrait nous dire « French was fun today ». En français. En français. Et devrait nous dire « J'ai parlé en français ». Ah, très bien. Absolument. Et j'ai eu du plaisir. Oui. Excellent. Excellent.
Une question qui revient souvent, Denis, c'est au niveau de la grammaire. Quand on apprend une langue seconde, c'est quoi la place de la grammaire dans l'enseignement? Oui, ça, j'appellerais ça la question qui tue ou la question fondamentale, parce qu'on sait l'importance de la grammaire en communication. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on intègre cette grammaire-là de façon intelligente, puis vraiment de façon graduelle. Donc, on est tous conscients que la grammaire, ça nous aide à mieux communiquer. Maintenant, ce qu'on doit être conscient, c'est quand on veut développer des compétences chez des gens, il faut savoir que ces gens-là, ça ne va pas devenir des grammariens ou des grammairiens ou des linguistes, etc. Ce sont des gens qui ont surtout besoin d'acquérir la capacité à communiquer. Donc, la grammaire, il faut l'avoir un petit peu, surtout d'après moi, de façon très formative. Donc, l'élève a besoin d'être conscient que la pression, ce n'est pas de maîtriser la grammaire, c'est plutôt de l'acquérir et qu'il va avoir chez les enseignants vraiment quelque chose qu'on pourrait appeler le mode patience. Donc, je vais vous permettre d'acquérir des compétences grammaticales, mais en douceur. Puis en plus, le sujet ou l'objectif de l'évaluation ne va pas porter sur les connaissances grammaticales, mais va plutôt revenir sur nos compétences qu'on a mentionnées tantôt, puis de voir comment la grammaire peut nous aider à mieux faire. Donc, en d'autres mots, la grammaire devrait s'acquérir en rétroaction, en feedback. Donc, par exemple, pour montrer aux élèves qu'au lieu de vous enseigner les pronoms, on va plutôt avoir des situations où j'aurai besoin de parler au nom de « je » ou au nom du « nous », puis on va trouver une logique d'après nos tâches authentiques, comme tu as clairement indiqué ou bien parlé tantôt. Donc, alors, si je comprends bien, c'est vraiment l'élève, on veut que l'élève soit capable de transmettre son message. Voilà. Et la grammaire va nous aider à faire ça. Ouais. Donc, souvent, c'est que la grammaire, d'après moi, on devrait l'avoir après la tâche en consolidation. Donc, les élèves, aujourd'hui, vous avez bavardé, vous avez parlé de votre voyage que vous avez fait l'été dernier. Donc, la logique va vouloir que le passé composé, par exemple, fasse partie intégrante de cette communication-là. Donc, ce qui est important avec les élèves, c'est de dire, à l'occasion, on a entendu « je voyageais », donc il y a moyen, par après, d'utiliser des séquences, des éléments, des discussions que les élèves ont eues pour clarifier un petit peu les temps des verbes. Donc, ce qu'on amène, c'est l'élève à bien utiliser une structure sans nécessairement comprendre tout ce qu'il y a derrière la structure. Et c'est là où on peut trouver quelles sont les structures que les élèves ont besoin pour pouvoir dire ce qu'ils veulent dire. Et on peut les identifier et les intégrer plus tard. D'après moi, l'exemple le plus simple, c'est qu'un élève, quand il est tout petit, on devrait lui montrer à dire « Madame, monsieur, il faut que j'aille aux toilettes ». Ce que l'élève n'a pas besoin de savoir, d'après moi, c'est qu'il utilise du subjonctif. Il a juste besoin de savoir « sounds like », voici ce que mes oreilles devraient entendre, voici ce que ma bouche devrait dire. Puis graduellement, quand l'élève va arriver vers la 12e année, vers les niveaux plus élevés du cadre européen, c'est véritablement au B1 et au B2 que l'aspect précision dans la grammaire devrait apparaître. Mais avant ça, il faut être super patient, puis laisser la chance aux gens d'acquérir les compétences, de développer une forte confiance pour que la grammaire, ça devient un peu comme un instinct où je commence à être conscient de ma grammaire, puis je suis conscient aussi quand ça trébuche. Parce qu'on sait qu'au B2, on voudrait que les gens aient la compétence d'autocorrection. Mais on ne peut pas demander à un apprenant qui est débutant d'avoir cette capacité. Donc, en fait, il doit faire des erreurs pour arriver un jour à les maîtriser. Moi, j'ai une image en tête qui m'aide beaucoup, c'est l'image d'un triangle. Puis, à la base, comme nouvel apprenant, notre objectif, c'est justement de pouvoir communiquer notre message, OK, le mieux que l'on peut. Et à mesure qu'on acquérit de l'expérience avec la langue et de la confiance, on monte vers la pointe du triangle. Et c'est plus à ce niveau-là qu'on commence à la précision au niveau des verbes, au niveau de la grammaire, etc. Est-ce que ça a du bon sens? Oui, en fait, si on revient à une pyramide bien connue chez tout le monde, la pyramide de Maslow, à la base, c'est la survie. Donc, en langue seconde, en mode survie,
c'est plutôt la capacité d'arriver de façon boiteuse, peut-être, à communiquer un message. Puis par après, ben, mes compétences plus évoluées ou plus précises, ben, ils arrivent par après, beaucoup plus tard. Un peu comme chez Maslow, il faut satisfaire les besoins de base avant de rentrer en précision. Puis on utilise la grammaire au service de la communication. Exact. On n'est pas là pour maîtriser la grammaire, on est là plutôt pour l'acquérir. Ça devrait devenir un peu comme notre grand-mère, une de nos meilleures amies, la grand-mère. Merci. Antonia, j'ai une question précise pour toi. Ça touche un petit peu à ce qu'on pourrait appeler, c'est très commun dans ces jours-ci, la voix de l'élève, mais peut-être pas tout à fait le bon sens ici. C'est que l'élève, dans tout ce processus-là, quelle sorte de responsabilité est-ce qu'il devrait avoir, lui ou elle? Là? Alors, pour l'élève, c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'il se situe dans tout ce processus d'acquisition de langue. Et il doit savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il veut aller et comment est-ce qu'il va arriver. Alors, c'est un petit peu comme avoir un GPS dans l'auto, avoir un sens de dans quelle direction, où est-ce qu'on va et de ne pas être pris au dépourvu sans savoir dans quelle... Je dois tourner tout de suite. C'est ça. Alors, et justement, pour pouvoir faire ça, il faut lui donner le temps de réflexion. Il faut qu'il prenne le temps de voir de quoi est-ce qu'il est capable. Et c'est l'enseignant, en fait, qui va l'emmener dans cette direction-là parce que l'élève ne va pas savoir tout seul comment se poser les bonnes questions ou à quoi est-ce qu'il doit réfléchir ou comment est-ce qu'il sait s'il a bien maîtrisé quelque chose. C'est l'enseignant qui va le guider dans cette direction-là. Et avec les questions que l'enseignant pose, il va comprendre quelles sont les questions qu'il doit se poser. Et comme ça, il va pouvoir mieux s'auto-évaluer et se fixer des objectifs d'apprentissage réalistes et précis. Et ça responsabilise l'élève. Il va avoir plus de motivation, il va avoir plus de confiance parce qu'il sait de quoi est-ce qu'il est capable et il sait comment progresser. Donc, si je comprends bien tout ce que tu nous racontes, c'est un peu... dans le curriculum, je crois qu'ils font référence à la métacognition. Donc, est-ce que c'est un peu dans ce sens-là, la métacognition? Tout à fait, parce qu'avec la métacognition, on se rend compte de nos capacités et de nos compétences et de quoi est-ce qu'on a besoin pour les améliorer. Donc ce qu'on essaie d'éliminer, c'est cette culture de « can't do French » où je ne suis plus capable et plutôt de dire ben, présentement, je me situe au niveau A1 et dans telle compétence, je suis capable de faire ceci. Donc, on amène le côté positif de l'acquisition dans la réflexion. Exact. Et c'est ce qui donne la confiance à l'élève. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, je pensais bien faire. Alors, une fois avant chaque bulletin, on faisait une grosse période de métacognition où les élèves répondaient à des questions puis étaient tous perdus parce que c'est pas quelque chose que je planifiais régulièrement avec les élèves. Puis j'avais pas ces discussions-là. Mais maintenant, ce que je m'aperçois en rétrospect, c'est que je peux pas faire ça une fois par semestre. C'est pas bénéfique pour les élèves, c'est pas bénéfique pour moi non plus, mais je dois vraiment incorporer cet élément-là de façon régulière, que ce soit même en juste posant une question à l'élève. Qu'est-ce que tu as pensé que tu as bien réussi dans ta communication? Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux la prochaine fois? Alors, c'est vraiment incorporer ça de façon régulière pour nous outiller en tant que professeurs et aussi outiller les élèves par rapport à leur propre réflexion. Et ça crée aussi dans la salle de classe un langage commun. Si nous sommes en train de parler aux élèves de comment est-ce qu'on peut s'améliorer et quelles sont les choses que nous sommes capables de faire, les élèves vont pouvoir aussi parler de ça. Et ils vont pouvoir expliquer à leurs parents de quoi est-ce qu'ils sont capables et quel est leur progrès, parce qu'ils vont avoir ce vocabulaire. Tu as parlé de vocabulaire, mais aussi ça l'amène l'élément que c'est OK dans la salle de classe de prendre des risques. Oui. Puis que prendre des risques, c'est comme ça qu'on grandit, puis c'est comme ça qu'on devient plus confiant. Alors, je pense que c'est un plus pour tout le monde. Donc, si j'ai bien compris,
dans cette gestion du temps dans la salle de classe, de prendre du temps pour réfléchir. C'est un bon investissement au niveau de l'apprentissage. Puis si on a besoin de couvrir un peu moins de contenu, c'est pas grave parce que la réflexion, ça permet de bien développer des compétences. Et à long terme, ça va développer l'habileté à l'élève d'être vraiment réflexif sur son propre apprentissage. Alors, les progrès qu'il va faire vont arriver de plus en plus rapidement. Et je me demande si ça va aussi avoir un impact sur la confiance des acteurs sociaux plus tard dans la société. On entend quelquefois des élèves qui nous disent « Oh, je ne suis pas capable. » Après, ils vont dans le monde du travail, puis ils ne suivent plus des cours de français. Et quand on les rencontre, ils disent « Oh, I can't do French. » Et si on les mène à réfléchir, à prendre des risques et à savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans un langage, ils vont peut-être garder ça dans leur esprit et pouvoir l'utiliser après. C'est l'esprit de croissance, voilà. Une mentalité de croissance. Alors, on arrive à la fin de notre café Brin de Jazette. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ceci. J'ai entendu à travers les branches, Denis, que tu prends ta retraite. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est pas seulement à travers les branches. C'est réellement vrai, mais les brins de jasette, ça n'arrête pas parce qu'on est rendu à la retraite. En fait, si j'avais un petit conseil ou un petit remerciement à faire à tout le monde, c'est que j'aimerais remercier tous les profs de français de OCDSB qui sont impliqués dans ce projet merveilleux du français langue seconde, d'avoir pris le risque depuis de nombreuses années de commencer ce virage pédagogique. Puis je vais encourager tout le monde dans les 10 prochaines années, comme on dirait en bon canadien français, lâchez pas la patate, tout le monde. On vient de commencer d'embarquer dans une aventure extraordinaire. Puis ce qu'on sait en testant nos élèves en 12e année au DELF, c'est que les élèves vraiment sont en train de se construire une belle confiance. Puis ce qu'on voit, c'est que la compétence des élèves est en train de s'accroître. Donc tout le monde, chapeau, beau travail. Mes collègues, c'est un vrai plaisir d'avoir collaboré avec vous autres. Puis je vous souhaite de nombreuses autres années de brin de jasette avec les nouveaux intervenants. Donc, ciao tout le monde, puis merci pour cette belle conférence. Au nom des enseignants du OCDSB, j'aimerais te remercier sincèrement pour tout ce que tu as apporté à la province, à notre système. Puis, sincèrement, on va s'ennuyer de toi. Merci beaucoup. Puis, merci tout le monde. Au plaisir. Merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous avoir joint avec nous. Et si vous avez des questions supplémentaires ou des questions que nous pourrions éventuellement utiliser dans une émission future de Café Brin de Jazette, vous pouvez nous contacter au courriel indiqué à cette diapositive. Alors, merci tout le monde et merci d'être parmi les nôtres. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bye bye.